Un phénomène aussi sur lequel je voudrais donner quelques éléments, mais je n'aurai pas le temps de le développer, si vous voulez, c'est qu'il y a deux modèles de rapport des affects à l'espace. Du moins deux modèles essentiels. Évidemment, entre les deux, il y a toujours des intermédiaires, il y a toujours des formes d'articulation, de miscégénation, de mélange. Bon, je veux dire, la révolution tunisienne s'est faite principalement, d'abord, dans les petites villes, ou les villes moyennes, pas dans les grandes villes, au début. Dans les zones sous-développées, dans les zones qui étaient quand même malmenées par le régime par rapport aux zones côtières. Et on n'a pas ce phénomène de place Tahrir sous cette forme-là. À Tunis, il y a l'avenue Bourguiba, etc. Il y a une concentration de gens à Casbah, si mes souvenirs sont exacts, mais le phénomène Tahrir n'existait pas. C'est plutôt le mouvement de protestation avec des concentrations sur certains lieux, mais sans qu'il y ait cette espèce de centralité fondamentale de Tahrir. Tahrir, vraiment, d'ailleurs, s'est servi par la suite un peu partout dans le monde. Les Indignados, par exemple, en Espagne, même en Israël, on s'en est servi, d'ailleurs on l'a dit. C'est Tahrir qui avait inspiré les gens qui sont allés sur une partie du boulevard Rothschild, si mes souvenirs sont exacts. De même aux États-Unis, avec Occupy Wall Street, vraiment ces phénomènes. Je veux dire, Tahrir a eu une influence énorme sur cette... et c'est un topos, moi je l'appelle topos, parce que c'est la concentration, c'est le lieu de cristallisation d'une multiplicité d'affects qui se façonnent et qui façonnent l'espace. Et donc, ce n'est plus de la pure subjectivité, mais c'est une subjectivité qui se projette, si vous voulez, en un lieu précis qui est surchargé d'histoire. Il ne faut pas oublier, Tahrir n'est pas n'importe où. En Égypte, depuis le 19e siècle, les Anglais l'ont pris. Après, il est devenu le lieu des parades militaires, sous Nasser, etc. Et après, c'est devenu un phénomène fondamental. Et puis, on a bien cet immense espace où se déploient, si vous voulez, ces manifestations, et où aussi l'exagération. Parce que Al Jazeera, qui avait une influence énorme, puisqu'il avait il y avait un écran immense sur la place Tahrir, sauf pendant le temps où on l'a interdit. Et donc, certains gens se voyaient en train de manifester, si vous voulez, sur la place Tahrir, avec un côté, une réflexivité intéressante, et puis quelquefois aussi un brin de narcissisme, qui est tout à fait légitime. Donc, théâtralité, en même temps, affirmation de soi, tragique, puisque quand les Baltajia, etc., attaquent, vraiment, c'était dangereux. Il y a eu des morts. Et puis, n'oublions pas, l'armée n'est pas intervenue, mais il n'est pas intervenue de manière ambivalente. C'est-à-dire, on ne savait pas si elle allait intervenir ou pas. Et donc, tout cela, dans le vécu du moment, a eu une signification essentielle. Et Tahrir s'est transformé en un lieu aussi de culture. La nuit, le soir, se passaient des phénomènes culturels. Il y avait de la musique, il y avait aussi des déclamations, des poèmes, il y avait des rapports de convivialité entre hommes et femmes. D'ailleurs, aucune femme, à ma connaissance, sur Tahrir ne s'est plainte de ce qu'il y ait eu une maltraitance, si vous voulez, sexuelle ou autre. Donc, c'était le modèle, une sorte de modèle de paradis sur Terre, avec tout ce que ça a comme artificialisme, mais il y a eu une construction de soi sur Tahrir pendant ces 18 jours qui a été fondamentale. Par la suite, d'ailleurs, Tahrir a continué à attirer cette jeunesse sans pouvoir, évidemment, créer cette unanimité et cette focalisation, puisque la jeunesse Tahrir, par la suite, a été plus ou moins marginalisée par les militaires, par les islamistes, par les frères musulmans, par An-Nour, etc. Bon, mais voilà un espace où on voit bien comment les émotions parviennent à construire ce qu'on pourrait appeler une sorte de paradis sur Terre. Paradis artificialiste, paradis évidemment limité, etc. Mais une vigilance multiple, pharmacie qui aide les gens qui tombent malades.
on s'en sert, on les aide. La mosquée un peu plus loin où les gens vont aux toilettes, et puis hommes et femmes, et puis musulmans et chrétiens, les coptes par exemple, ensemble. Bref, voilà un moment où on voit bien comment la logique des affects, comment un phénomène de projection de ces affects qui se transforment en mouvement social, il faut le dire, en mouvement révolutionnaire, trouve une traduction dans un espace symbolique fondamental qui est la place Tahrir. Dernier point, et je ne dispose que de quelques minutes, et à juste titre, il faut un débat, c'est l'irruption de l'ironie. Je crois que l'ironie, évidemment, on peut dire que l'ironie n'est pas un affect. Mais moi, je pense que c'est à la croisée des affects et à une certaine forme de distanciation et de réflexivité. Et d'ailleurs, cette notion de réflexivité, donc Diderot se sert pour nous caractériser la modernité. En fait, il y a une réflexivité émotionnelle, qui n'est pas la réflexivité, si vous voulez, purement individualiste et froide qu'on construit dans des sociétés postmodernes. L'ironie est un phénomène, évidemment, qu'on trouve toujours dans les mouvements sociaux. Mais là, en Égypte, vraiment, l'ironie a joué un rôle fondamental. Moi, quand, par exemple, la révolution islamique en Iran en 1979, pendant toute la période révolutionnaire, c'était le tragique, la mort, le sang, des poèmes, etc. Et puis l'opposition entre Khomeini et le Shah, qui se déclinait dans un manichéisme où l'un était le diable et l'autre était en un sens le prophète. Et là, la référence à une sourate coranique, quand le diable s'en va, l'ange arrive. Mais l'ironie, il n'y en avait pas. C'était plutôt le tragique de la vie. Par contre, sur la place Tahrir, à côté de l'angoisse, à côté de ces phénomènes, on voit bien cette distanciation, cette dérision qu'on projette sur Moubarak et sur son entourage, qui est une sorte d'ironisation. Nombre énorme de plaisanteries, de jokes, de machins qu'on trouve quelquefois écrits sur les murs, des fois racontés par les uns et par les autres. Et donc, ça aussi, moi je pense que c'est un affect réflexivisé. Et précisément, si on pense à l'ironie, on voit bien qu'on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le rationaliser sous la forme de la sociologie traditionnelle, et qu'il faut donc lui donner tout son poids dans cette sociologie de l'affect, des émotions et des passions. Merci pour votre patience.